Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est Laurent-Frédéric Bollet et je vous propose un numéro spécial de l'Afterlap en cet été 2022. C'était pas forcément prévu, mais on a tous appris la nouvelle, l'annonce de la retraite à venir de Sébastien Vettel. Il fallait bien que nous réagissions et que nous vous faisions partager notre avis sur cette nouvelle très importante. Donc l'Afterlap, le podcast du sport auto, qui vous propose un 122e épisode consacré à ce grand champion qu'est Sébastien Vettel. 4 fois champion du monde de Formule 1, faut-il le rappeler. Alors je vais vous confier quelques souvenirs que j'ai de lui, puis quelques avis également sur sa carrière. Bon, déjà, c'est une perte immense pour la Formule 1, ça il faut bien en avoir conscience. Sébastien Vettel, depuis quelques années, était devenu vraiment une personnalité qui arrivait à dépasser son sport. Peu l'ont fait dans le passé, peu en sont capables. Donc c'était une voix qui était devenue à la fois celle d'un ambassadeur de la Formule 1 et d'une personnalité civile ouverte à la réalité du monde. Vous êtes tous d'accord avec moi, je suppose. Bon, et ça, seuls quelques-uns sont capables de le faire, ce qui déjà est la preuve d'une personnalité hors norme, et évidemment de traits de caractère qui ne sont pas ceux du commun des mortels. Donc déjà là, pour ça, on peut lui rendre hommage. Sébastien Vettel a été capable de dépasser son sport en quelque sorte pour acquérir une figure, une sorte d'autorité morale. Vous avez tous entendu parler de ses combats ou de ses affichages, quelques t-shirts qu'il affiche ou quelques couleurs sur ses casques là depuis quelques années. Alors c'est un activisme qui peut peut-être en rebuter certains, oui, qui voudraient que les sportifs restent dans leur bulle et soient des sportifs ad vitam aeternam. Bon, honnêtement, faut être honnête, en tout cas moi je le pense, la majorité des combats qu'a mené Sébastien Vettel, ou en tout cas des positions qu'il a pu afficher ces dernières années, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, en Hongrie, en Arabie Saoudite, sur des notions de climat, les abeilles même, je sais qu'il y a eu un Grand Prix où il s'est affiché à ce niveau-là, même au Canada récemment, il a porté un message. Bon, écoutez, non, il faut de tout pour faire un monde, et cette figure un petit peu comme ça de revendication et de pause un peu sociétale, environnementale ou civique même, qui a pu porter Sébastien Vettel, moi je lui dis bravo, on peut même dire qu'on l'admire, et il a su donc profiter de son sport pour aller un petit peu au-delà. Alors au niveau un peu plus personnel, Sébastien Vettel, comme tout le monde, j'en ai un peu entendu parler de manière évidente au début des années 2000, puisqu'évidemment à cette époque j'étais rédacteur en chef de Motors TV, donc nous retransmettions plein de courses dans toutes les disciplines pratiquement dans le monde entier, et on voyait bien donc ce jeune Allemand monter les échelons. Bon, mais c'est vrai que c'est vraiment en 2006 qu'il y a une sorte de changement concernant Sébastien Vettel, puisqu'il y a deux phénomènes. Il y a le fait que il est en Formule 3 Euro Series et qui se bat pour le titre contre Paul Di Resta. Donc là, quand on est en F3 et qu'on se bat pour le titre, bon, c'est sûr qu'on est sans doute, a priori, un futur pilote de Formule 1. Donc là, on prend conscience du talent de Sébastien Vettel. Mais c'est surtout qu'à cette époque, je me souviens très bien que BMW Sauber, l'équipe de F1, le propulse parfois, comme c'est encore le cas, en essai libre, au volant de la F1, en remplaçant d'un des deux pilotes titulaires. Bon, donc c'est arrivé récemment, vous le savez comme moi, pour Nyck de Vries avec Mercedes. Bon, Sébastien Vettel, en 2006, ça arrive, et je me souviens très bien que à chaque fois, il est aux avant-postes, voire il est en haut de la feuille des temps. Je suis sûr que c'est arrivé à Monza, ou aux essais libres du vendredi matin, meilleur temps Sébastien Vettel, qui n'est juste que le 3e pilote de l'équipe et qui est juste un gamin qui a 19 ans, quoi. Donc honnêtement, c'est prodigieux. Est-ce que vous imaginiez Nyck de Vries en tête de la séance d'essais libres au Paul Ricard il y a quelques jours? Non. Vettel, lui, le faisait. Donc honnêtement, à ce moment-là, c'était quand même pas compliqué de se rendre compte que ce petit gars, il avait quelque chose de spécial. Franchement, c'était évident. Et j'attends de revoir un 3e pilote d'équipe participer à une séance d'essais libres, être en tête de la hiérarchie. Franchement, je voudrais voir si ça va arriver de nos jours de nouveau. Bon. Et puis en septembre, je crois, 2006, là c'est plus personnel, mais je vais vous raconter ça, le DTM, le championnat donc de tourisme allemand, est à aller au Mans, disputer donc une manche de la saison sur le circuit Bugatti.
Donc le DTM en France, c'était quand même un événement. Et nous, à Motors TV, qui retransmettions en exclusivité le DTM, eh bien, nous sommes allés sur place. Et donc, j'ai commenté la course. S'il y a éventuellement des archives, j'ai commenté la course avec Jean-Luc Roy, qui était le patron de Motors TV. Donc on était dans une cabine au Mans à commenter et à regarder tout cela. Et il y avait la Formule 3 Euro Series en course support. Et le dimanche midi, vous savez aussi que nous avions une double casquette. Nous présentions en alternance, Jean-Luc et moi, l'émission Motor sur RMC tous les dimanches de midi à 14h. Et donc nous avons fait en duo, ça nous est pas arrivé souvent, je crois que ça nous est arrivé que 2 ou 3 fois, on a fait en duo une émission sur RMC, donc Motors, en direct depuis Le Mans. Bon, mais évidemment 2 heures à parler du DTM ou de la Formule 1, d'accord, mais il fallait un peu meubler ça. Et grâce à Géraldine Gaudy, notre consoeur, que vous avez tous bien connue avec ses vidéos pour Autoplus avec Jean-Louis Moncé qui maintenant travaille à l'Argus, Géraldine qui à l'époque était stagiaire à Motors TV, voilà, elle m'en voudra pas de le dire. Géraldine, formidablement, se balade dans les paddocks et nous ramène un invité, Sébastien Vettel. Alors nous le connaissions, mais évidemment par rapport au grand public, pour une émission comme pour RMC, fallait un petit peu le présenter. Donc nous l'avons présenté comme un grand espoir du sport automobile, sans doute un futur pilote de Formule 1. Et donc nous avons notre Sébastien Vettel qui est avec nous, avec Jean-Luc et moi dans la cabine, à 19 ans, et qui nous répond en français, s'il vous plaît, pendant une dizaine de minutes, et évidemment, on le met en avant, et puis on envisage un petit peu l'avenir. Bon, je peux vous dire que quand 10 minutes plus tard, on lui dit merci et qu'il repart, Jean-Luc et moi, il y a une pub, on se regarde, donc on échange un petit peu sur ce qu'on vient de faire comme interview, donc, et on était tous assez bluffés, franchement. On s'est tout de suite dit, celui-là, il a quelque chose, franchement, parce que c'était évident qu'il dégageait une maturité incroyable. 19 ans, mais la façon de parler, la façon assez posée, calme, intelligent, réfléchissant, analysant même. Non, il était phénoménal. Franchement, c'était évident que là on avait un petit jeune qui avait toutes les qualités pour aller au sommet. Donc voilà, à partir de là, moi Vettel évidemment, je l'ai toujours suivi et puis comme honnêtement, sa carrière a toujours été formidable et qu'il ne m'a jamais déçu, voilà. Alors peut-être si déçu, je vais en reparler dans quelques instants, bien sûr, et vous voyez ce que je veux dire aussi, mais bon. Donc en 2007, il continue un peu de monter les échelons. Vous savez qu'il remplace Kubica au Grand Prix des États-Unis et puis qu'il se met en évidence, il marque un point tout de suite. Donc voilà, à chaque fois un peu qu'il a dû franchir une marche, il a répondu présent. Et puis bien sûr, il y a cette victoire exceptionnelle à Monza en 2008 avec la Toro Rosso. Faut bien se rendre compte que un jeune pilote comme lui, de 21 ans, qui gagne en Formule 1 au volant d'une Toro Rosso sur un circuit aussi légendaire que Monza, sous la pluie, mais c'est comme si effectivement Lance Stroll il y a 3 ans avait gagné en Turquie. C'est un exploit totalement inattendu, totalement irréel presque. C'est surnaturel ce qu'a fait Sébastien Vettel en 2008. Bon, voilà, c'était encore une fois, s'il fallait en trouver un, le signe des plus grands. Voilà, Sébastien Vettel était un champion de légende en devenir. Et ces 4 titres mondiaux acquis 2010, 2011, 2012, 2013 à la suite n'en ont été que la preuve. 2010, son premier titre à Abu Dhabi avec cette finale ratée de Ferrari qui se concentre sur Mark Webber, mais quelle erreur de Ferrari, parce qu'honnêtement, à l'époque, c'était évident que Vettel était imbattable en cette fin de saison et c'était évident, je dis ça parce que je l'avais parié entre nous et que les faits m'ont donné raison, bien sûr, mais quand même, j'avais parié que Vettel gagnerait les 2 derniers Grands Prix de la saison, dont celui d'Abu Dhabi. Donc Alonso et Ferrari ont fait une énorme erreur en se calquant sur Webber, il fallait évidemment se calquer sur Vettel ce jour-là. À l'époque, pour ceux qui éventuellement sont jeunes encore et n'ont peut-être pas vu tous les Grands Prix depuis quelques années et n'ont découvert la Formule 1 que récemment, je peux vous dire qu'à cette époque, Sébastien Vettel, c'est limpide. C'est globalement la pole position, c'est un premier tour incroyable où il prend à chaque fois 2 à 3 secondes. Même Hamilton, on l'a jamais vu faire ça avec une Mercedes. Vettel, à la Jim Clark, à la Vettel, maintenant on peut dire, a toujours été capable de partir comme une fusée au premier tour, et ensuite, franchement, c'était fini. On savait qu'il allait gagner le Grand Prix. En témoigne ces 9 Grands Prix consécutivement gagnés à la fin de l'année 2013. Alors, ça peut
ressembler maintenant à quelque chose de très ennuyeux. Ça l'a jamais vraiment été, parce que l'adversité à Red Bull a toujours aussi existé, parce que Vettel n'a pas tout gagné, bien évidemment, parce que McLaren ou Hamilton était déjà là, mais dans ses meilleurs jours, il était imbattable et il était au-dessus du lot. Et à chaque fois, nous, on prenait comme référence dans les débriefings vidéo qu'on faisait avec Jean-Luc, le débriefing F1 sur la chaîne YouTube de Motors TV à l'époque, on disait, bon d'accord, il écrase tout Vettel, mais regardez Weber, qui est juste le deuxième pilote de Red Bull, je veux dire, une position que des centaines de pilotes dans le monde aimeraient bien avoir, lui aussi à sa place, et qui est une position envieuse. Et ben, Weber, au championnat, non seulement il ne rivalisait pas avec Weber, mais parfois il ne rivalisait pas avec Alonso ou Hamilton. Donc Weber était peut-être l'apparence normale d'une équipe comme Red Bull dans ces années 2010-2013, mais Vettel l'a sublimé complètement. Il y avait Vettel et les autres. Donc voilà pourquoi je me souviens, Autosport avait titré à la fin de quand il avait eu son 4e titre, pourquoi Vettel est une authentique légende. Ben oui, à ce moment-là, il est une authentique légende. Il n'y a pas d'autre mot du sport automobile et de la Formule 1 en particulier. Et il faut avouer qu'on n'aurait pas forcément imaginé que il allait un peu s'effondrer. Alors, j'emploie un mot un peu fort, mais là, c'est la deuxième partie de carrière de Sébastien Vettel. Et effectivement, ça n'a pas été aussi flamboyant que la première. Je rappelle que Vettel aussi, malgré toutes les louanges qu'on peut lui adresser, c'est pas non plus un ange. Et d'ailleurs, il l'a souvent dit. Vous vous souvenez de l'épisode fameux du Grand Prix de Malaisie 2013, Multi-21, hein, la consigne passée à Mark Webber et lui pour globalement garder les positions, et donc Webber va gagner le Grand Prix. Et Vettel les ignore, ces consignes d'équipe, et s'en va gagner le Grand Prix. Et à la grande fureur de Webber sur le podium. Bon ben voilà, Vettel c'est un tueur aussi, hein, quadruple champion du monde de Formule 1, à ce niveau-là, à un moment donné, on devient plus tout à fait normal. Donc voilà, Vettel a aussi symbolisé cette volonté de domination absolue, cette joie sans cesse affichée à l'arrivée des Grands Prix avec son index brandi, j'ai gagné. C'est vrai qu'il a eu une période où il voulait tout dominer, tout gagner, et qu'il était d'un égoïsme total. Ben oui, voilà, à la façon d'être un champion du monde de Formule 1, il faut bien le reconnaître. Mais, et c'est ça qui évidemment fait qu'aujourd'hui on en parle avec des mots beaucoup plus sympas, c'est qu'il s'est humanisé en quelque sorte. De Baby Choumi, comme on a pu le surnommer, mais qui était une sorte de Robocop à la sauce Red Bull, mais avec du génie, il faut quand même l'avouer, voilà, c'est pour ça. Après, il s'est humanisé, et globalement, il a fait des fautes, voilà. Alors, vous vous souvenez de cet épisode à Bakou, il va chercher Hamilton avant un restart, bon ben voilà, là, il a pu montrer quelques signes de fébrilité, il a pu se faire dominer par ses coéquipiers, notamment Daniel Ricciardo, c'est vrai, et puis il y a deux événements marquants, j'invente rien, mais je les rappelle parce que ça a été évident pour tout le monde. Il passe chez Ferrari pour devenir champion du monde, essayer de faire ce que Fernando Alonso n'avait jamais réussi à faire. On a cru qu'il allait y arriver, et non, il n'y est pas arrivé. Et il y a deux éléments marquants. Il y a le Grand Prix d'Allemagne 2018, où effectivement à Hockenheim, dans des conditions difficiles, où tout le monde va à la faute, tout le monde, mais lui aussi, et lui, il abandonne. Et c'était la victoire qui lui tendait les bras, et c'était peut-être une façon définitive de dire que ça allait être lui le champion du monde 2018. Là, sur le moment, on a tous interprété cet abandon de Vettel comme un signe symbolique que c'était peut-être fini. Mais c'est fou de dire ça, mais c'est vrai. Cet abandon d'Hockenheim en 2018 est totalement symbolique de ce qui va se passer après. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et c'est triste, mais c'est arrivé. Et on se souvient que Vettel frappe son volant, il est très très déçu, comme si lui aussi avait compris que ce jour-là, il ne fallait pas faire l'erreur, et le fait de faire cette erreur était en quelque sorte le signe de sa deuxième partie de carrière qui n'allait quelque part qu'en descendant. Deuxième acte, c'est le Grand Prix du Canada 2019, où il essaye de résister à Lewis Hamilton, il commet une petite erreur, il va se lécher un mur, et puis il revient en piste en bloquant entre guillemets Hamilton. Évidemment que tout le monde aurait fait ça à sa place, et c'était le sel de la course à ce moment-là, l'intensité du moment, mais la direction de course l'a pénalisé de 5 secondes, et il ne s'est classé que deuxième de ce Grand Prix. Je vous invite à réécouter l'épisode 78 de l'Afterlap, le podcast du Sport Auto, puisque j'avais obtenu un entretien exclusif en français avec Emmanuel Pirot, notre ami Emmanuel Pirot, quintuple vainqueur du Mans, qui ce jour-là faisait office de commissaire de la FIA pour ce Grand Prix du Canada. Et c'est donc lui qui a en quelque sorte décidé de la pénalité pour Sébastien Vettel. Emmanuel, dans son entretien, nous dit bien que il y a l'esprit et la lettre.
et que évidemment l'esprit veut qu'un pilote puisse se défendre avec toute son honnêteté et toute sa hargne sur le moment pour essayer de garder sa première place, mais que lui, Emmanuel Epiro, commissaire, ne pouvait pas ne pas le pénaliser pour une manœuvre quand même illicite. En tout cas, il y avait aussi une grande franchise de la part d'Emmanuel dans cet entretien, donc l'épisode 78 de l'Afterlap. Mais ça a été aussi symbolique que Sébastien Vettel, un peu les éléments étaient devenus contre lui et que désormais, eh bien, rien ne serait facile. Et jusqu'à sa dernière victoire à Singapour en 2019, hélas, cette campagne a été plus marquée par des bourdes et des erreurs et un management un peu spécial de Inter-Ferrari. Donc voilà, avec peut-être quand même à l'époque un peu d'eau dans le gaz entre Leclerc et lui, même si Charles Leclerc lui a tout de suite rendu hommage et que manifestement les relations entre les deux hommes sont excellentes. Bon, à l'époque, c'était peut-être pas si évident que ça, mais depuis, on a tous constaté que Sébastien Vettel n'était plus le dominateur qu'il avait été. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de tête à queue. Il est devenu, c'est très étonnant quand même, il est devenu un pilote qui pratiquement fait une faute par Grand Prix. Alors des fois, c'est pas complètement de sa faute, mais il y a toujours un freinage un peu raté, il y a toujours une manœuvre un peu bizarre, il y a toujours peut-être même un tête à queue, il y a toujours un élément contraire contre lui. Enfin, il est devenu un pilote qui n'est plus sûr du tout. On n'est plus sûr de ce qui va lui arriver et que ça va aller au bout. Alors évidemment, c'est un peu critique ce qu'on dit, mais c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment deux carrières dans la vie de Vettel. Et la dernière partie, elle est clairement humaine et peut-être trop humaine parce qu'on attendait un petit peu mieux de lui. Moi, je pense que, comme ça, c'est pas facile à dire, c'est vu de loin, bien sûr, mais je pense qu'évidemment, il est tombé de son piédestal et il a perdu sa foi dans la Formule 1. Il a ouvert son horizon à d'autres choses. On sait que qu'il est marié, qu'il a 3 enfants. Voilà, ne serait-ce que cette vie très secrète, mais qui existe et qui n'est pas donnée à tous les pilotes de Formule 1. Il a autre chose dans sa vie, Sébastien Vettel. Et l'annonce de sa retraite, donc qui est survenue il y a quelques heures, n'a surpris personne. On savait que ça allait arriver. On pouvait même penser que ça aurait pu arriver l'an dernier. Donc, bon. Fallait aussi sans doute que ça arrive. Voilà, Sébastien Vettel, il avait fait son temps en Formule 1, on le sentait tous. Alors il met en avant le fait qu'il veut consacrer plus de temps à sa famille. Je suis pas totalement convaincu que ce soit la vraie raison. C'est un peu toujours une raison qui est évoquée, un peu facile. Moi, je pense qu'effectivement, il en a un peu marre. Il a fait un peu le tour de la question. Chez Aston Martin, bien sûr, c'est un ambassadeur, c'est un grand nom, mais je pense que c'est pas évident non plus de le mettre en avant ou que les relations soient toujours aussi idylliques que ça. Bon, allez, une certaine voix de la sagesse l'a emporté. Et j'avoue que maintenant, comme beaucoup, je suis assez impatient et curieux de voir ce que va pouvoir faire Sébastien Vettel de sa vie après la F1. C'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il ne va pas rebondir dans un autre championnat, une autre discipline et conduire d'autres voitures, même si je veux croire qu'il a toujours en lui cette flamme, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que je l'imagine pas nous annoncer qu'il part en DTM ou en IndyCar, pour prendre 2 exemples comme ça à la volée. Mais de là à ne rien faire, ça semble pas possible non plus. Donc oui, je suis curieux de voir ça. Et puis évidemment, on ne peut que quand même s'incliner devant le palmarès et d'un champion hors norme et espérer que la fin de saison se passe bien pour lui et qu'il soit fêté dignement par ses pairs jusqu'au dernier Grand Prix de la saison 2022, ce qui va contribuer à peut-être un petit peu d'ailleurs aussi apaiser les débats. Non, on n'atteint pas le paroxysme en cette année du duel Hamilton-Verstappen de l'an dernier, mais bon, voilà, ça permettra d'avoir un petit peu autre chose en tête que l'arrivée des courses et le duel Ferrari-Red Bull et éventuelles polémiques qui naissent à chaque Grand Prix, évidemment, dès que l'un commet une petite erreur ou qu'une équipe prenne une décision un petit peu curieuse. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté en cet été. J'espère que vous le passez agréablement, que vous profitez bien de ces conditions estivales. J'essaie de vous retrouver à la rentrée, bien sûr, pour d'autres numéros de l'Afterlap, le podcast du sport auto. En attendant, portez-vous bien, vive le sport auto, et donc, à très bientôt. Salut à tous.